pour partir la journée du bon pied. Au 98.5 Montréal, vous écoutez L'Agacé le matin. Je ne suis pas capable d'accueillir humainement le nombre de demandeurs d'asile qu'a laissé entrer le gouvernement fédéral. Nous, on est prêt à garder la moitié. Maintenant, c'est au gouvernement fédéral à trouver les moyens. C'est pas moi qui va commencer à analyser les impacts, les différentes solutions sur la Charte des droits et libertés. C'est au gouvernement fédéral. Ils veulent avoir ce pouvoir-là. C'est à eux autres à trouver des solutions. Vous me verrez pas aux Kings. Dans quel monde j'irais encourager une dilapidation des fonds publics? Je laisse les gens décider. L'événement est là. C'est une célébration du hockey. Ceux qui veulent y aller, ils vont. Ceux qui veulent pas y aller, ils vont pas. Voici Patrick Lagacé. 6h04, vendredi le 4 octobre 2024. Merci d'être là. Vous pouvez nous écrire toute l'émission sur la messagerie 98985. Mon courriel, patrick@985fm.ca. Météo, aujourd'hui, généralement ensoleillé, ennuagement tard cet après-midi. Maximum de 22 degrés. Ce soir, nuageux, 30 % de probabilité d'averse. Samedi, généralement ensoleillé, maximum de 20. Et dimanche, même chose, ensoleillé, maximum 19. Actuellement à Montréal, en ce début de matinée, il fait 12 degrés. Fermeture partielle de l'extrémité est de la ligne bleue. C'est tombé hier soir. Imaginez-vous, il devait avoir aujourd'hui une sorte de célébration. On devait inaugurer le chantier du prolongement de la ligne bleue. Mais les travaux qu'on fait sur le prolongement de la ligne bleue pour les nouvelles stations ont permis de montrer qu'il y a un problème avec une station de métro à l'extrémité de la ligne bleue. Donc, on a fermé 3 stations pour quelques semaines. On dit quelques jours, voire quelques semaines, ça pourrait prendre des mois aussi. Donc, il devait avoir une entrevue, un point de presse de la ministre Geneviève Guilbeault. Elle devait aussi nous accorder une entrevue. Ça a été remis. Toute la cérémonie, là, ce qu'on s'est dit, c'est que c'est un peu malaisant de faire une cérémonie pour inaugurer le prolongement de la ligne bleue quand on en ferme une partie. Donc, il y aura point de presse à 7h30. Annie Guillemette de Cogeco Nouvelles va être sur place. On va avoir plus de détails sur la nature du problème. Il semble que c'est un problème d'effritement de poutres dans une des stations. Donc, on aura plus de détails. Mais ce qui est certain, c'est que ça va causer beaucoup de bouleversements dans la routine de transport de beaucoup de gens. Parce que, oui, il y aura des services de navettes, mais comme le disait Marc tantôt, c'est une évidence. Des navettes par autobus, ça transporte pas mal moins de monde et ça prend plus de temps que le métro. Débardeurs américains, on le sait, il y avait une grève qui a été déclenchée cette semaine dans les ports américains, dans des dizaines de ports américains. Ça touchait des milliers de travailleurs, 45 000 débardeurs américains. 2 problèmes dans les négociations. D'abord, l'automatisation. Les débardeurs américains ont peur d'être remplacés par des machines. Donc ça, c'était une partie de l'équation. L'autre partie, c'était les demandes salariales. Les débardeurs demandaient 77 % d'augmentation. Ils ont obtenu, semble-t-il, parce que ça s'est réglé partiellement, 66 % d'augmentation. C'est ce qui commence à transpirer aux États-Unis. Et les travailleurs sont retournés. Il y a, semble-t-il, cette entente sur le salarial. Pour ce qui est de l'automatisation, il y a des négociations qui vont se poursuivre. Et on le sait, il y a eu 3 jours de débrayage ici au port de Montréal. Est-ce que ça pourrait avoir un impact, ce qui s'est passé? On verra. Les travailleurs de Montréalais sont retournés en négociation. On n'a pas eu besoin d'une loi spéciale parce que c'était une grève de 3 jours. Mais dans le passé, je le rappelle, il y a eu des grèves au port de Montréal qui se sont réglées avec une loi spéciale fédérale. Pourquoi? Parce que ça a un impact immense sur l'économie. Il y a beaucoup de choses qui rentrent au pays par conteneur, qui sortent du pays par conteneur. On a besoin des débardeurs pour transporter tout ça dans les ports. Quand ils décident de débrayer, ça a un impact rapidement là, sur toutes les chaînes d'approvisionnement. Dans la presse aujourd'hui, il y a un texte qui est, à ma foi, choquant. C'est une chicane provinciale fédérale sur les soins dentaires. Et les chicanes provinciales fédérales de juridiction, c'est vieux comme la Confédération canadienne. D'année en année, de décennie en décennie, il y a des chicanes entre Québec et Ottawa sur plein de sujets. Et là, il y en a une sur les soins dentaires.
Ottawa a décidé de mettre sur pied un programme pour les plus démunis pour l'instant, pour qu'ils aient accès à des soins dentaires de base. Ça ne fait pas l'affaire de Québec parce que c'est un empiètement dans ses juridictions. On comprend le gouvernement du Québec. C'est les mêmes récriminations que les libéraux ont eues dans le passé, que les péquistes ont eues dans le passé, dans d'autres domaines. Là où c'est choquant, c'est que les gens qui sont, les Québécois qui sont sous les soins du public, des gens qui sont dans des cliniques communautaires, des gens qui sont dans des CHSLD, dans des hôpitaux, qui sont démunis, qui n'ont pas d'argent pour des soins dentaires, qui se qualifieraient pour le programme fédéral, mais ils ne peuvent pas avoir de soins dentaires. Parce que le gouvernement du Québec a envoyé une directive à sa machine. Vous ne traitez pas les demandes de remboursement parce que c'est un empiètement. Écoutez, je comprends le principe. Je comprends le principe que le gouvernement du Québec doive protéger ses juridictions. Là, ici, vous avez des gens qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas d'assurance. Puis là, ils pourraient se faire soigner, faire réparer un plombage, faire réparer une carie. Avez-vous déjà eu mal aux dents? Moi, j'ai déjà eu mal aux dents. C'est épouvantable comment c'est sur votre esprit. Là, ce que je comprends, c'est que Québec dit à la machine, vous ne traitez pas les demandes de remboursement, vous n'accommodez pas ces patients-là pour des soins dentaires. Je trouve ça dégueulasse. Ces gens-là qui ont pris cette décision-là, j'ai juste une question à poser. Aux fonctionnaires, aux ministres, au personnel politique qui ont tous passé une patte sur la directive, en avez-vous, vous, des soins dentaires? Est-ce que vos assurances couvrent vos caries, vos plombages, tout ce qui est couvert, tout ce qui n'est pas couvert pour les gens que vous empêchez d'avoir des soins, vous l'avez. Je trouve ça dégueulasse encore une fois. Moi, je viens pas d'une famille qui était riche. Ma mère, elle n'avait pas d'argent. Ma mère n'avait pas de soins dentaires. Elle avait des trous dans la gueule. Et quand je vois une directive comme ça, où on sacrifie la réalité pour le principe, je trouve ça dégueulasse. Tous ceux qui ont travaillé sur cette directive-là, vous êtes des sans-cœurs. Vous irez lire ça dans la presse aujourd'hui. J'espère qu'il y aura peut-être un petit moment de lucidité, mais je vous le dis, je ne retiens pas mon souffle. Parce qu'on a vu, il y a quelques mois, rappelez-vous, il y a une popote roulante à Montréal qui aide les aînés à manger et qui a reçu des fonds fédéraux. Mais là, il y a une loi obscure de l'Assemblée nationale qui date de René Lévesque, là, de 84, exactement pour ça, là, faire un petit peu de boucan en termes de juridiction, de protection de la juridiction provinciale. Mais cette popote roulante-là qui avait reçu une subvention, je pense que c'est 700 000 a dû la retourner à Ottawa parce qu'il y a cette loi obscure qui fait que si ton financement dépasse 50 % d'argent fédéral, Québec peut mettre son veto. Puis on a mis le veto là-dessus. Donc, ça avait fait un boucan dans les médias. On avait reçu la personne qui est responsable de la popote roulante. Clairement, ça n'a pas sonné les cloches à Québec. Bref, les gens qui sont dans des CHSLD, les gens qui sont en clinique communautaire, dans des hôpitaux, si vous pensiez pouvoir faire réparer les dents en vertu du programme fédéral, remerciez votre bon gouvernement provincial qui s'objecte au nom du principe. Je trouve ça épouvantable. Encore une fois, les gens qui ont pris cette décision-là, vous en avez des assurances dentaires, vous en avez des soins dentaires, et les fonctionnaires, à 300 000 $ par année, vous avez de l'argent pour vous faire réparer à gueule, contrairement aux gens que vous empêchez d'avoir des soins. Je reste dans les juridictions, mais pas dans les chicanes de juridiction Québec-Ottawa. Il y a un reportage sur le site de Radio-Canada. Si vous avez des enfants qui ont des difficultés scolaires, vous le savez à quel point c'est un chemin de croix pour leur obtenir des services. Orthopédagogie, orthophonie, avoir l'ordinateur avec le logiciel WordQ. Ceux qui connaissent ce dont je parle ici. C'est difficile. Il y a des centres de services scolaires où ça va mieux et des écoles où ça va mieux, mais dans l'ensemble, c'est extrêmement compliqué. C'est un parcours du combattant. Et là, il y a ce topo de Radio-Canada signé Julie Dufresne, les classes d'adaptation scolaire victimes de la course à la diplomation. C'est le miracle de l'été, la magie de l'été qu'on décrit ici. Des élèves qui n'ont pas les services, donc leurs notes en souffrent, on les envoie
dans des classes de rattrapage l'été où ils peuvent refaire certains examens et pouf, ils ont des bonnes notes et ils sont diplômés. Il y a une pression dans le système à la diplomation. Donc, qu'est-ce qui arrive? Il arrive qu'on va diplômer des élèves qui ne devraient pas être diplômés en l'état actuel des choses. Ils auraient dû avoir, depuis 12 ans, de l'aide, des services. Et ils auraient dû devoir progresser comme ça en vertu de leur réalité d'enfants qui ont des troubles d'apprentissage. On ne fait pas ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on les fait passer. Fait que les statistiques sont belles, mais tu arrives au cégep et tu as des élèves qui écrivent SAVA, S-A-V-A, tu es E-S-T. Et là, je ris pas des gens qui ont des problèmes à écrire. Je ris d'un système qui diplôme des jeunes qui savent pas écrire, qui comprennent pas. Mais ça satisfait tout le monde. Ça satisfait les politiciens qui ont moins de pression. Ça satisfait le système qui a moins de pression. Tout le monde est content, sauf ces jeunes-là qu'on diplôme. Et il y a une prof qui témoigne dans ce reportage qui explique qu'elle a décidé de parler de façon anonyme, parce qu'évidemment, si elle parle à visage découvert, elle va perdre sa job. Mais elle parle de façon anonyme à la journaliste parce qu'elle dit qu'après avoir appris l'abolition de 26 classes d'adaptation scolaire au Centre de services scolaires de Montréal, elle ne pouvait plus garder le silence. Et ce qu'elle explique, c'est que dans ces classes, il y a 10 % des jeunes qui sont des analphabètes fonctionnels. Elle est au secondaire. Ça, c'est pas parce que ces jeunes-là, ce sont des cons. Pas parce qu'ils sont pas intelligents. C'est parce que avant ça, ils n'ont pas été aidés. Mais pourquoi aider des jeunes qui ont des difficultés scolaires d'adaptation quand on fait juste modifier les notes, maquiller les notes, les faire passer? Tout le monde est content. On parlait tantôt avec Yannick de ce premier match des Kings à Los Angeles. Et les Kings de Los Angeles à Québec, on sait 5 à 7 millions de fonds publics qui ont été investis, entre guillemets, là-dedans, pour le privilège, entre guillemets, encore une fois, de faire venir les Kings. Et je veux qu'on écoute ce que le ministre des Finances, c'est son projet, c'était son idée de subventionner la venue des Kings, ce que M. Girard a dit il y a un an. On a essayé de négocier à baisse, et puis c'était ça ou rien. Alors, j'assume la responsabilité. C'est une étape visant à promouvoir la candidature de Québec pour le retour d'une équipe dans la Ligue nationale. J'ai pas de regret dans le sens que je pense qu'on a un produit de grande qualité. Là, je le répète, là, c'est les Kings contre les Bruins, les Kings contre les Panthers. Notez son ton. Le ton, devant les questions, devant les critiques, quand même le ton du chat qui a avalé la souris, puis la queue de la souris est encore dans sa bouche. Le ton a changé. Un an plus tard, des controverses plus tard, des questions plates plus tard, 11 milliards de déficit plus tard. On écoute Éric Girard hier. Les 2 matchs auront lieu. Ça me fera plaisir de faire le post-mortem avec vous après l'événement. Juste souligner une affaire. Les équipes de la Ligue nationale vont faire des matchs hors concours dans d'autres villes que les leurs. Ça, c'est régulier. Chaque année, il y en a. Et il y a eu une enquête, je pense que c'était de la presse, là, il y a quelques mois. Ce qu'on montrait, c'est que les villes qui accueillent des matchs d'exhibition, comme on dit, hors concours, payent pas pour faire venir les clubs. Les clubs viennent, point. Nous, les caves, on leur a donné 5 à 7 millions. Et je sais que M. Girard va dire que c'est juste une goutte dans son budget, mais allez lire Alexandre Pratt aujourd'hui. Alexandre Pratt souligne une autre affaire de goutte. 5 à 7 millions, là, quand tu regardes qui possède les Kings de Los Angeles, c'est aussi une goutte. Ils ont fait des dizaines de millions de profits en 2022-23, les Kings. C'est une des équipes les plus profitables de la Ligue nationale. C'est une goutte pour eux autres aussi. Et quand ils jouent ailleurs, d'habitude, ils ne payent pas. Nous, on paye. Vous irez lire la chronique d'Alexandre Pratt là-dessus. François Legault, m'excuse de chialer à matin, mais il n'y a pas beaucoup de côté réjouissant. François Legault, on le sait, a eu l'idée, je dirais la bulle au cerveau, personnellement, là, j'en ai parlé hier avec Jonathan, de suggérer à Ottawa de prendre la moitié des réfugiés qui sont ici, soit 80 000 personnes, et de les forcer à s'en aller ailleurs. Et je vais répéter ce que j'ai dit hier. L'idée est peut-être pas constitutionnelle de prendre les gens qui arrivent ici et de leur dire, toi, tu t'en viens pas au Québec, tu t'en viens pas en Ontario, tu vas aller au Nouveau-Brunswick, tu vas aller en Alberta.
Je ne pense pas que ce soit constitutionnel, mais je pense que c'est une idée qui tomberait sous le sens pour décharger certaines provinces qui en prennent plus que leur poids démographique, comme le Québec. Ceci étant dit, l'idée de prendre des gens qui sont déjà établis ici puis de les forcer à s'en aller, je trouve ça cruel. Dire, je ne sais pas comment on va faire les détails, mais c'est ce que je veux qu'Ottawa fasse, je trouve ça lâche, je trouve ça improvisé et je trouve ça cruel pour ces personnes-là. François Legault se fait taxer en certains cercles d'être un raciste. Je ne pense pas que François Legault soit un raciste. Mais à toujours taper sur l'immigration, il ne devrait pas se surprendre qu'il y ait des gens qui commencent à se poser des questions. Cette idée-là de déporter des gens, elle est cruelle. Et ce que j'en comprends, c'est qu'il a lancé ça, comme souvent François Legault le fait, comme ça. Il n'a pas vraiment parlé de ça avec d'autres mondes. Il n'a pas réfléchi. Comme il dit, j'ai pas réfléchi à savoir si c'était constitutionnel, si c'était légal, mais il en parle quand même. Si vous êtes un troll sur un site de discussion, je comprends que vous lanciez des idées à tort et à travers. C'est parfait. C'est la nature d'un troll. Quand vous êtes premier ministre du Québec, on s'attend à un raisonnement, à une logique, à un argumentaire qui est au moins un peu plus élevé que ce qu'on retrouve dans les forums de discussion Internet. Autre sujet. Dans le Journal de Montréal, parlant de trolls, il y a cette histoire de citoyen souverain, un free man of the land. On en parlait cette semaine, un couple du bas du fleuve qui a perdu sa maison parce que il ne voulait pas payer les taxes municipales. Donc, ils ont perdu une valeur de 1 million de dollars pour ne pas payer 11 000 $ de taxes. Ça, c'était une histoire de Francis Pilon dans le Journal de Montréal cette semaine. Le journaliste nous revient avec l'histoire de Joël Lacroix, de Magog, qui doit quitter sa maison d'ici 10 jours parce qu'il a refusé de payer ses 2 hypothèques et ses taxes, lui aussi. C'est ahurissant. C'est ahurissant de voir qu'il y a des gens qui pensent vraiment que les lois ne s'appliquent pas à eux parce qu'ils sont des citoyens souverains. Sous prétexte de se dire citoyens souverains, ça les rendrait immunisés contre les règles de la société, notamment de payer les taxes. Vous irez lire ça. C'est absolument hallucinant de penser qu'il y a des gens qui tombent dans des folies semblables, des folies qui sont dopées par des discours Internet complètement saugrenus. Et il y a un tribunal là, qui a conclu le 30 septembre dernier que le type de Magog allait perdre son immeuble pour délaissement forcé. Donc, il ne voulait pas payer son hypothèque, il ne voulait pas payer ses taxes. Il y a beaucoup de gens comme ça et c'est une sorte de virus qui se répand. Au début, c'était aux États-Unis, c'est rendu ici. Il y a même des Français qui sont contaminés. J'ai presque fini le tour d'horizon de l'actualité, mais je ne veux pas vous laisser sans parler du ministre Jolin Barrette. J'ai beaucoup chialé dans cette revue de presse. Simon Jolin Barrette a présenté hier un projet de loi pour contrer le partage d'images intimes. Et il va donner des nouveaux pouvoirs aux juges pour agir de façon urgente. Parce que si, en 2022, vous avez échangé avec un ancien chum, une ancienne blonde, des photos intimes de façon consentante, les choses se sont gâtées entre vous et que le conjoint, en 2024, ou la conjointe décide de commencer à partager ces vieilles images-là, ça peut avoir des impacts importants dans votre vie. Ça peut être humiliant. Ça s'est vu. Il y a des cabochons qui font ça, des gens sans scrupules. Et ce que veut contrer le ministre, justement, c'est ce phénomène-là, en donnant plus de pouvoir au système judiciaire. Et je veux juste souligner une chose. Moi, je trouve que Simon Jolin Barrette, quand il est question d'agir contre de nouveaux phénomènes comme ça, je le trouve proactif. On l'a décrit comme un robot au début de sa carrière de ministre. Et c'est vrai qu'il y avait quelque chose d'un peu scripté chez lui. Et on pensait qu'il était insensible. Quand je le vois aller dans la question des victimes, c'est lui qui a chapeauté là, le cheminement de ce nouveau tribunal spécialisé en violence familiale, en violence sexuelle. Il a réagi parfois à des reportages, je pense à un reportage de ma collègue Isabelle Haché, qui montrait là, qu'il y avait des trous dans certaines lois pour protéger des victimes d'agressions sexuelles. Il a agi rapidement. Et là-dessus, je trouve encore une fois qu'il est en phase avec son époque. Donc, pour un ministre qu'on a décrété, qu'on a traité de robot, personnellement,
je trouve qu'il a le cœur à la bonne place, Simon-Jolin Barrette, sur ces enjeux-là. Vous voyez, c'est pas tout négatif. Il y a un peu de positif aussi dans l'actualité. Merci d'être là. Vous pouvez nous écrire 985. Toujours bien informé. Au 98.5 Montréal. Voici Patrick Lagacé. On va parler d'un problème qui est répandu à Montréal et qui est quand même surprenant en ces temps de crise du logement. Il y a des immeubles qui sont laissés à l'abandon. C'est vrai dans le commercial, c'est vrai dans le résidentiel aussi. Et dans le plateau Mont-Royal, il y a un problème particulier qui irrite vraiment grandement les voisins. On parle d'un immeuble de taille importante là, qui est laissé à l'abandon, abandonné, qui est en train quasiment de s'écrouler. Et ça cause beaucoup de problèmes dans le voisinage. Et hier, Sébastien Corbeil, qui est un résident, qui est un voisin, a fait une vidéo pour dénoncer la situation. Je l'accueille en studio accompagné d'une voisine, Laurence Michael. Bonjour vous deux. Bonjour. Sébastien, peut-être résumer votre vidéo hier sur laquelle je suis tombé. C'est un cri du cœur par rapport à ce que vous vivez là, dans le coin du plateau Montréal. Bien, en fait, j'ai fait cette vidéo-là parce que j'étais un peu porte-parole depuis quelques années. Je m'occupe de la ruelle et tout ça. Puis là, ce building-là, on passe là tous les jours. Il y a des enfants qui passent là tous les jours. Puis c'est devenu un peu comme la plaie de notre rue, si tu veux. Là, la plaie, OK. Ouais. Je me tourne vers votre voisine, Laurence Michael. Décrivez-moi, Laurence, cette plaie. C'est un gros bâtiment avec plusieurs appartements et elle prend tout le coin de la rue Bienville et Saint-André. Alors, c'est très imposant. On ne peut pas le manquer. Et puis, moi, je suis la voisine immédiate. Et nos toits sont mitoyens, donc là, on partage vraiment un mur avec cette bâtisse-là. Et puis, voilà, on voit ce qui se passe dans la cour et tout, et les barricades autour de la maison qui sont même dangereuses elles-mêmes. C'est barricadé. Les barricades, oui, mais même les barricades risquent d'être dangereuses. Il y en a une qui était même tombée sur ma voiture, qui aurait pu tomber sur un enfant juste avant. La barricade est tombée sur votre voiture? Oui, ça a fait des gros dommages à ma voiture, donc je peux pas m'imaginer si elle était tombée sur l'enfant qui était là 5 minutes avant, une petite puce de 3 ans. Puis vous me disiez tantôt, avant d'entrer en onde, Laurence, qu'il y a même des arbres qui poussent à travers le toit. Exact. Alors, on nous dit que les inspections sont faites, etc. Mais moi, mon père, il monte sur le toit et jamais les inspecteurs montent sur le toit, jamais ils rentrent dans la maison. Il y a de la moisissure dans la maison. C'est même peut-être même dangereux pour moi et ma famille. Les trous dans le toit, les arbres qui poussent sur le toit, effectivement. On va parler dans quelques instants à Marie Plourde, qui est conseillère municipale dans le plateau Montréal. Mais Sébastien, il y a aussi des problèmes de squatteurs parce que, il y a des gens qui vont squatter, qui vont habiter dans cet immeuble-là. Oui, tu vois, il y a une dizaine de jours, il y a un squatteur qui est arrivé, puis en fait, ça défonce, puis là, il habite là. Puis là, ce squatteur-là est sorti, puis il a agressé Laurence, justement, et sa petite fille, verbalement. Donc, c'est ça, je te dis, c'est que ça devient... C'est plus sécuritaire pour les résidents. Est-ce qu'on sait à qui ça appartient, cet immeuble-là? Parce que quand même, ça défie un peu l'imagination de penser que, en ces temps de pénurie de logement, le pied carré vaut très cher à Montréal. Il y a quelqu'un qui laisse ça à l'abandon. Oui. Ça appartient à qui? C'est un monsieur Steven Coulombe, qui est propriétaire de la bâtisse depuis 2001. Et puis, depuis ce temps, jamais un sou a été investi dans cette bâtisse. Ça fait combien de temps que c'est plus habité? Depuis avant... Moi, ça fait 13 ans que je suis sur le plateau. Okay. Ça fait 13 Depuis ans avant 2014-2013, il y avait un dernier résident qui est parti à cause de la moisissure. Il s'était fait cambrioler aussi. Puis ça, à chaque fois qu'un résident quitte, il se faisait jamais remplacer. Et comme ça, la bâtisse continue à se laisser détériorer. Je reviens au problème de logement. Là. Je le disais, le pied carré vaut cher à Montréal, dans le plateau aussi. Ça pourrait être développé, ça pourrait être valorisé. Combien de personnes pourraient habiter là? Il y a un gros 6-8 logements. Là. OK. Oui, c'est ça, c'est gros. Mais c'est que le monsieur, il propose des projets ils se font refuser, mais parce que tous ces projets incluent la démolition de la façade. Puis nous, on est sur une rue patrimoniale, donc la ville sont très pointilleux là-dessus. Et puis, donc, les projets qui se soumettent sont tous refusés, fait que là, ils laissent faire, on dirait. Vous avez eu des interactions avec l'arrondissement du plateau Mont-Royal. Qu'est-ce qu'on vous répond là-dessus?
Bien là, en général, les lettres que le père de Laurence a envoyées, les courriels qu'ils envoyaient, c'était toujours des petites réponses, genre « Ah, ben là, on essaie de faire ci, on essaie de faire ça. » Là, Marie-Claude m'a répondu sur mon email, sur mon message sur Facebook, là, c'est ça. Elle m'a répondu beaucoup plus de détails, mais c'est ça qui est plate. C'est qu'on est obligé de pousser l'exercice au maximum pour avoir des réponses, tu sais. Là, on va être obligé de quoi? D'attendre qu'un enfant meure pour que tout le monde soit en sécurité. C'est tout le temps comme ça. Là, Laurence, il y a quand même quelque chose d'absurde dans le fait de laisser à l'abandon comme ça plus d'une décennie un immeuble et qui semble pas avoir de grandes conséquences, à part des amendes, semble-t-il, pour un propriétaire. Qu'est-ce que vous souhaiteriez comme issue finale d'un dossier semblable? Bien, ce qu'on souhaite, c'est que les choses bougent. Premièrement aussi, la communication est vraiment déplorable. Quand on appelle la ville nous dit on n'a pas de système d'urgence, donc prenez un numéro de dossier. Et si ça fait longtemps que vous attendez, rappelez-nous. On appelle la police quand il y a un squatteur. La police nous dit on peut pas rentrer. C'est la ville qui doit appeler le propriétaire. La ville nous dit c'est la police qui doit appeler les barricadeurs. On se fait au moins que ça soit pris en charge la sécurité de cette bâtisse, que la ville disent quand on appelle la ville pour dire des barricades sont tombées, que ça soit une urgence, que c'est la même journée qu'ils sont remplacés, parce que dès qu'elles tombent, tout de suite les squatteurs rentrent, c'est les squatteurs qui les arrachent. Et nous, on se fait prendre avec ça. C'est que ce que je souhaiterais, c'est en 2023, le monsieur il a déposé un projet supposément avec des discussions à la ville. On n'a aucune nouvelle depuis 2023 de ce projet-là. Ils nous mettent pas au courant. Ce que je souhaite, c'est qu'ils nous tiennent au courant des avancées et des discussions qui se font avec ce monsieur, et puis qui lâche prise aussi sur les détails, parce que c'est une question de façade. Les détails patrimoniaux. Pour les projets, oui. Mais nous, on est pris là-dedans. Je veux qu'on recule la cassette un petit peu en terminant. Sébastien a évoqué que vous avez été agressé verbalement, vous et votre fille Laurence, par un squatteur ou une squatteuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, le matin, c'est jamais arrivé, puis là, ça nous a ébranlés parce que maintenant, ma fille refuse de dormir dans sa chambre. Alors, elle a un traumatisme maintenant. Alors maintenant, elle se sent un peu en sécurité chez elle. Et ça me rend vraiment malade. Ça s'est passé où? On est sortis à l'arrière, comme d'habitude, et le squatteur était en train de descendre les escaliers. Fait que nous, on le voit directement. Il était carrément là, à quelques mètres de nous. Et puis, il s'est mis à crier après nous. On a appelé la police. La police l'a attrapé. Mais je voulais pas porter des charges parce que c'est un pauvre monsieur. J'ai dit la prochaine fois, s'il arrive quelque chose, on va porter plainte. Ils l'ont laissé passer devant moi. Il a continué à m'agresser verbalement. Et là, il y a 2 jours, il est encore là. Je viens de rappeler la police. Fait que lui, il est là maintenant. Il revient. Il était en train de se changer dans la rue. Il était tout nu. J'ai appelé la police, ils sont pas venus. Tout nu dans la rue? Oui, il était tout nu, exact. Fait que là, maintenant, c'est ça que ça attire, cette bâtisse, puisque les gens se passent le mot. C'est des gens avec des problèmes mentaux. Il y a 2 personnalités. Il était un homme un jour, une femme l'autre jour. Et puis, donc, c'est des gens ils cherchent une place où aller. Puis, malheureusement, c'est pas la place, cette place-là. Parfait. Merci à vous deux, Laurence Martin, Michael, et Sébastien Corbeil. Je vous mets sur pause et je vais aller rejoindre Marie-Claude, conseillère municipale du Plateau Montréal, aussi une de mes anciennes collègues au Journal de Montréal de son ancienne vie. Donc, je vais me permettre de la tutoyer. Bonjour, Marie. Bonjour, Patrick. Marie, OK, qu'est-ce que la Ville peut faire pour qu'il y ait une résolution de cette situation-là sur de Bienville, là, avec l'immeuble abandonné? Bien, c'est sûr qu'il faut établir une conversation avec M. Coulombe. Moi, le seul projet qui nous a été déposé, ça datait de 2016. Donc, on n'a pas eu, moi, j'ai pas eu de plan de projet et nos services nous ont pas signifié non plus un dépôt de projet en 2023 là, de M. Coulombe. Écoutez, ce qu'il faut faire, nous, on a les outils heureusement, là, on a fait des modifications en ce qui concerne le règlement là, sur l'entretien des bâtiments. Et on peut être de plus en plus gradé là, nos gestes qu'on peut poser, mais tu sais, je suis tout à fait d'accord là, avec les 2 citoyens, avec M. Corbeil et Laurence. Excusez, là, j'ai oublié Laurence Michael. Madame Michael. C'est inacceptable et c'est très frustrant pour des élus, autant pour le maire du Plateau-Montréal que moi-même, de ne pas pouvoir régler ce dossier-là rapidement. Si on pouvait le régler rapidement, on l'aurait fait. Il n'y a personne qui n'a rien à gagner, particulièrement, comme tu l'as mentionné plus tôt, en cette crise de logement. C'est complètement absurde et surréaliste de voir un bâtiment qui est laissé à l'abandon comme celui-là. Et
de ne pas pouvoir faire en sorte que les travaux soient faits et de pouvoir sécuriser les voisins. Nous, on a des outils et on peut juste faire documenter notre dossier, envoyer des constats d'infraction, mais il faut se rappeler que le but, c'est pas de noyer de constats d'infraction puis d'envoyer plein de mises en demeure aux propriétaires, c'est de faire en sorte qu'ils se conforment. C'est ce qu'on veut ultimement. Ça me fait penser, Marie-Plourde, à un cas, là, je pense que c'était proche du parc Jeanne-Mance, pas loin du Mont-Royal. Mm-hmm. Quelqu'un qui a laissé son immeuble à l'abandon. Si je comprends bien, pour avoir parlé avec Luc Ferrandez là-dessus, l'ancien maire du Plateau là, qui chronique ici, tant que la personne paye ses taxes, la Ville n'a pas beaucoup d'outils pour forcer la personne à mettre en valeur son immeuble. Est-ce que c'est vrai? Oui, il y a ça, sauf que là, nous, on a quand même déposé une hypothèque légale là, sur le bâtiment, étant donné qu'il y avait plein de factures qui sont impayées. Il ne payait pas ses amendes? Non, il ne paye pas les contraventions, il ne paye pas les constats. Mais il paye ses taxes. Il paye ses taxes. Tant qu'il paye ses taxes, vous ne pouvez pas le déposséder de son immeuble. Mais le droit à la propriété, c'est très, très fort. Là, au Canada, là, on s'entend, ça prend vraiment des normes très, très précises pour pouvoir exproprier un propriétaire, là, pour pouvoir reprendre son bâtiment. Donc, c'est vraiment très complexe. Et nous, en fait, l'outil qu'on a, le levier en ce moment qu'on a, c'est cette hypothèque légale-là qui fait en sorte que le Plateau Mont-Royal est maintenant le principal créancier de Monsieur Coulombe. Et ça pourrait être aussi problématique pour lui parce que s'il y a une hypothèque sur ce bâtiment-là, c'est sûr que son prêteur, son institution financière, lui l'a contacté pour lui dire, écoute, ça va pas, on renouvellera peut-être pas ton hypothèque ou si on la renouvelle, les conditions vont être très différentes. Donc, c'est sûr que c'est un gros incitatif. Et on a remarqué que depuis qu'on a inscrit cette hypothèque légale-là, M. Coulombe a repris contact avec nous. Fait qu'on a bon espoir que ça va avancer. OK. Autre point, ce que les voisins me disent, c'est qu'il n'y a pas de rénovation, il n'y a pas de projet qui lève parce que le monsieur ne veut pas respecter les normes patrimoniales pour sa façade. Est-ce que, dans ce que tu connais du dossier, Marie-Plourde, est-ce que c'est vraiment ça l'obstacle? Non. C'est pas un bâtiment cité, c'est pas un bâtiment classé, c'est pas un bâtiment patrimonial. Ce n'est pas une rue qui a un statut particulier. C'est sûr qu'on s'entend qu'il y a vraiment une certaine homogénéité là, dans le cadre bâti, dans cette unité de paysage-là. Ce sont tous des bâtiments avec la pierre de Saint-Marc, de la pierre grise, là, qui est quand même assez noble pour du patrimoine modeste à l'époque. Là. Mais c'est pas un bâtiment qui est classé. C'est sûr qu'à l'époque, en 2016, le bâtiment il était encore sain, il était encore en santé et c'est sûr qu'on voulait le maintenir, qu'on voulait maintenir l'état du bâtiment puis qu'il s'intégrait bien dans le cadre bâti. Et là, bon, moi, j'ai hâte de voir. Là, on attend d'ici 2 semaines un nouveau rapport d'inspection, pas d'inspection, mais d'ingénieur, pour savoir quel est l'état actuel du bâtiment là, qui va avoir été fait vraiment de façon vigilante à l'intérieur, à l'extérieur, sur le toit et tout ça. OK, merci. J'ai un petit message, un message pour Mme Michael. Oui. Étant donné, moi, je suis une maman, là, puis je suis vraiment terriblement affligée parce qu'elle a vécu avec sa jeune fille. Et il y a des accompagnements qui peuvent être faits, étant donné que ça a été signalé d'ailleurs au SPDM, il y a des accompagnements qui peuvent être faits par le CAVAC, qui est le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels. Et dans ce cas-là, elle a été victime d'une agression verbale, mais ça reste une agression, puis ça a marqué la petite fille. Puis moi, ça me touche beaucoup, puis il y a quelque chose à faire. En tout cas, si on peut l'accompagner, puis on peut l'aider à cette jeune fille-là de se sentir, et la mère aussi, de se sentir en sécurité dans leur quartier, mais c'est possible de le faire. Mais le message est lancé. Je vous invite tous et toutes à essayer de peut-être vous parler de vive voix. Merci beaucoup, Marie-Plourde. Merci. C'était Marie-Plourde, la conseillère municipale du Plateau Mont-Royal. Madame Michael, Monsieur Corbeil, merci d'être venu. Je pense que vous êtes pogné avec une verrue urbaine qui va être dans le paysage pendant encore un petit bout. Vous avez entendu Marie-Plourde, là. C'est pas la première fois que j'entends ça. C'est difficile pour les administrations municipales, Patrick, c'est mon de discours. régler ça. Il va falloir attendre qu'il y ait quelque chose de grave qui arrive pour qu'on fasse quelque chose. Comme si souvent dans la société. Exactement. Les choses qu'on vient d'entendre aussi, c'est des choses différentes qu'on n'a jamais entendues. Tant mieux, on a un peu plus d'informations. Merci d'être venu nous voir en studio. Toujours bien informé. Au 98.5 Montréal. Voici Patrick Lagacé.
ça a eu un effet domino sur d'autres stations. Conférence de presse ce matin, 7h30, et notre journaliste Annie Guillemette est sur place. Salut Annie! Bonjour Patrick. Annie, qu'est-ce qu'a dit la STM à propos de la fermeture de ces 3 stations? Bien, ce ne sont pas des bonnes nouvelles, Patrick, parce qu'effectivement, la poutre qui est détériorée de façon importante se trouve à Saint-Michel, sauf que parce qu'il n'y a pas d'aiguillage dans les 2 autres stations touchées, soit Iberville et Fabre, on ne peut pas tourner les rames de métro, donc on est obligé de fermer 3 stations au lieu d'une seule, et d'autant plus que l'autre élément qui n'est pas une bonne nouvelle, c'est que la détérioration de la poutre est située à un endroit difficile d'accès, au-dessus de la voie. Ça veut dire qu'on ne peut pas parler de jours, mais probablement de semaines et de beaucoup de semaines. Bref, c'est une période indéterminée, la fermeture des 3 stations, je le répète, Saint-Michel, Iberville et Fabre sur la ligne bleue. Petite bonne nouvelle, c'est pas en lien avec la poursuite, là, la continuation de la ligne bleue dont les travaux préparatoires sont en cours, sauf que ça cause beaucoup de problèmes aux usagers qu'on a rencontrés. On va en écouter quelques-uns. Ça complique votre parcours habituel? Oui, ça complique. Je m'en allais à Longueuil. Vous allez prendre le métro à Jean-Talon? Oui, mais là, non, avec le temps, puis tout, je vais patiner jusqu'à là-bas. Je l'ai déjà fait. Parce que sinon, je vais être en retard. Je dois sortir plus tôt, puis, tu sais, ça rallonge mon déplacement là, parce qu'en métro, c'est plus rapide. Maintenant, je dois aller prendre l'autobus. C'est pas le fun. Tout le temps des problèmes avec le métro. Si c'est pas le métro, c'est d'autres affaires. C'est le gouvernement, c'est puis ça. Et on le souligne, Annie, il devait avoir une conférence de presse là, pour célébrer l'inauguration des travaux de prolongement, justement, de la ligne bleue en question. Ça a été annulé. C'est ça. Conférence de presse prévue à 10h. On va remettre ça, je pense. Hein? On va se concentrer sur les travaux ici. Là, on nous dit que les analyses vont se poursuivre parce que la découverte a été faite hier, on nous dit, en fin de nuit. Il y a eu des analyses préliminaires dans la journée et on a décidé de fermer. L'annonce a été faite à 19h15, donc quand même assez tard dans la journée. La majorité des usagers, Patrick, ce matin, ne savaient pas du tout ce qui se passait. Ils se butaient le nez sur la porte de la station de métro Saint-Michel où je me trouve. Et donc, on va poursuivre ces analyses-là. On nous dit que ça pourrait être, encore une fois, la cause du sel de déglaçage ou de ce genre d'infiltration-là qui, donc, stoppe le service de métro ici sur la ligne bleue. Merci beaucoup, Annie, et bonne journée. Au revoir. J'en ai parlé dans mon tour d'horizon de l'actualité à 6 heures. C'est une nouvelle qui m'a beaucoup irrité. Il y a des chicanes de juridiction entre le fédéral et le provincial. C'est aussi vieux que la Confédération canadienne, on peut le dire. Et là, il y a un litige entre Québec et Ottawa sur le nouveau programme de soins dentaires qui a été inauguré, lancé par Ottawa. Ce programme-là ne fait pas l'affaire du gouvernement du Québec parce que, à sa face même, on est d'accord, c'est un empiètement sur les compétences du Québec. Ce que le Québec a fait, ce que le gouvernement du Québec a fait pour se défendre, on va le mettre entre guillemets, moi je dis c'est pour se venger, c'est d'interdire à tout le système de santé québécois de transiger avec le programme national d'assurance dentaire. Donc, on a envoyé la directive au réseau, vous ne participez pas au remboursement. Résultat, si vous êtes en CHSLD, si vous êtes en clinique communautaire, si vous êtes sous les soins d'un hôpital, vous ne pouvez pas avoir recours à des soins de santé parce que le gouvernement du Québec veut, comme on dit, faire un point. Je trouve ça, je l'ai dit tantôt, scandaleux. C'est faire de la politique sur le dos des dents des gens. Et les gens qui prennent ces décisions-là, je veux juste le souligner, là, ils ont tous des assurances dentaires ou assez d'argent pour se faire réparer la bouche. C'est une nouvelle que je trouve scandaleuse. On en parle immédiatement avec Dr Carl Tremblay, le président de l'Association des chirurgiens dentistes du Québec. Dr Tremblay, bonjour. Bonjour, M. Lagacé. Donc, qui sont ces gens qui ne pourront pas avoir accès à des remboursements du programme canadien de soins dentaires parce que le Québec a décidé de faire une guerre de juridiction? Mais comme vous l'avez dit dans votre introduction, ça va être principalement les gens dans les CHSLD, dans certains hôpitaux où il y a des départements dentaires, dans les cliniques communautaires, notamment celle de Sainte-Anne-des-Monts en Gaspésie, là, qui présentement, c'est la seule clinique dentaire à plusieurs kilomètres à la ronde. Et ce sont
pour la plupart, là, si je prends les CHSLD, des gens extrêmement vulnérables. Alors, on fait de la politique sur le dos des gens vulnérables. Puis, aux dernières nouvelles, ce sont eux aussi des Canadiens et des Canadiennes. Là. Alors, ils auraient le droit d'avoir bénéficié d'un programme pour lequel ils ont payé des taxes et des impôts toute leur vie. Avez-vous des noms? Qui a pris cette décision-là? Qui a envoyé cette directive-là? Écoutez, nous, on a eu copie du mémo et c'est un sous-ministre adjoint à la Santé, M. Bergeron, qui a envoyé ce mémo aux différents CHSLD et autres institutions publiques. Il y a combien de personnes qui sont touchées, d'après vous, qui vont se faire nier d'une couverture de soins dentaires pour cause de chicane constitutionnelle? Je le sais pas, mais c'est plusieurs milliers de personnes, M. Lagacé. Puis, tu sais, c'est certain que les gens à CHSLD, ils sont prisonniers de leur institution. Là. La plupart ne peuvent pas être mobiles et sortir pour aller se faire traiter à la clinique dentaire du coin de la rue. Là. Ils sont pris dans le CHSLD. Comment vous avez réagi quand vous avez pris connaissance de cette directive-là? Écoutez, moi, comme président de l'association, vous savez que mon rôle est plus un rôle associatif, donc c'est pas de défendre le public, mais je l'ai regardé dans l'orgnette du professionnel de la santé qui se débat depuis plusieurs années pour faire comprendre à nos élus et à nos décideurs que les soins de santé dentaire sont reconnus comme étant des soins de santé essentiels. Puis pour une fois qu'un gouvernement, comme le gouvernement fédéral, on comprend les circonstances, mais quand même, pour une fois qu'un gouvernement priorise les soins dentaires, nous autres, on y a vu que du positif là, pour l'accessibilité des Québécois, même si le programme n'est pas parfait, là, mais présentement, là, il y a vraiment des centaines de milliers de Québécois qui se sont prévalus de ce programme-là au Québec et ça va s'en aller en augmentant parce qu'on prévoit qu'en 2025, il va y avoir 3 millions de Québécois couverts par ce programme. Parlons concrètement, Dr Tremblay, là, les gens qui peuvent se prévaloir de soins dentaires en vertu du programme fédéral, quels soins dentaires peuvent-ils se faire rembourser? Vraiment beaucoup de soins dentaires. Là. Au début, c'était un peu moins, la panoplie de soins était moins large, mais à l'automne, là, on va avoir accès à d'autres soins supplémentaires. Écoutez, ça va aller de la prévention, l'examen, le nettoyage, les traitements de parodontie, donc les nettoyages plus en profondeur sous les gencives, les extractions, les obturations, même des couronnes en porcelaine, des prothèses complètes, des prothèses partielles, certains traitements d'orthodontie, des traitements de canaux. C'est très, très large. Là. C'est vraiment un programme qui a visé pour une santé globale. Pour une santé globale, puis dans ce que je ne suis pas un expert en santé dentaire, Dr Tremblay, mais dans ce que vous me décrivez là, traitement de canal, c'est urgent, ça fait mal. Pour en avoir déjà eu, c'est extrêmement souffrant. Puis vous me dites aussi qu'il y a toute la question un peu d'esthétisme. Là. Si on a droit à des prothèses puis des ponts, des choses comme ça, c'est peut-être un retour vers la dignité quand on a un trou dans la gueule, comme on dit. C'est un retour vers la dignité, puis c'est aussi un retour vers la fonctionnalité, parce que quelqu'un en CHSLD qui est victime d'un AVC, puis c'est pour ça qui est en CHSLD, puis qui a pu accès à sa mobilité, même s'il a de très bonnes dents, il est allé chez le dentiste toute sa vie. Après 6-8 mois, la bouche est une catastrophe parce qu'ils ont des médicaments qui diminuent la salivation, ils ont un changement dans la nourriture et ils sont pas capables d'effectuer leurs soins d'hygiène comme avant. Alors souvent, on est obligé de leur extraire plusieurs dents et puis de leur faire des prothèses pour qu'ils continuent de manger puis de sourire et tout. Là. Puis là, on prive ces gens-là de soins comme ça. C'est épouvantable. Merci beaucoup, Dr Tremblay, d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une excellente journée. Vous aussi, merci. Carl Tremblay, président de l'Association des chirurgiens dentistes du Québec. Et je le répète, je l'ai dit dans le tour d'horizon de l'actualité à 6 heures, tous les gens qui ont décidé d'envoyer cette directive-là, de dire au réseau, vous ne collaborez pas avec le programme d'assurance dentaire du fédéral, tous les gens, incluant le sous-ministre Bergeron qui a signé cette directive stupide, j'inclus le cabinet de M. Dubé, j'inclus M. Dubé lui-même, tous ces gens-là ont soit un programme d'assurance pour se faire réparer la bouche et ils ont l'argent quand ils ne sont pas couverts pour aller chez le dentiste. Vous faites des chicanes de juridiction sur le dos du pauvre monde, c'est épouvantable.
Voici Patrick Lagacé. Là-dessus, j'accueille mon ami Jean-François Lépine qui est là pour faire le point au terme d'une semaine vraiment très mouvementée, Jean-François. Merci d'être en studio. Bonjour. Oui, merci beaucoup. Donc, ça a beaucoup évolué. Israël qui continue à frapper là, un peu partout au Liban. Il y a peut-être des signes qui laissent présager d'une invasion plus importante. Tout à fait. Tu disais, il y a des conséquences, on le voit même dans nos campus, mais il y a des conséquences économiques aussi. On a vu le prix du pétrole monter hier. On en parlera un petit peu plus tard. Oui, peut-être une invasion. En tout cas, on se demande ce qui se passe. Les Israéliens, hier, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des messages sur les téléphones. Ils utilisent toutes sortes de médias pour envoyer des messages, même au Liban. Donc, dans une trentaine de villages au nord du fleuve Litani. Il faut dire que depuis le conflit qui a eu lieu en 2006, la dernière invasion israélienne au Liban, il y a donc cette espèce de zone tampon qui a été établie par les Nations Unies qui va du sud de la frontière jusqu'à un fleuve qui s'appelle le fleuve Litani. Mais là, on est au-delà de ça. 30 villages encore plus près de Beyrouth, en direction de Beyrouth, où les gens disent, les Israéliens disent « quitter » parce qu'on s'en vient. Et il y a une 5e division. Les divisions, c'est la plus grande unité d'une armée. Une 5e division qui a été envoyée à la frontière d'Israël avec le Liban hier. Au total, ça fait 5 divisions. Il y en a 3 de ces divisions-là qui ont déjà envoyé des commandos en opération sur le terrain au sud Liban, où il y a des combats terribles. Si on pense que le Hezbollah est affaibli, oui, peut-être en partie, mais les combats continuent. Il y a 8 soldats israéliens, par exemple, qui sont morts mercredi seulement. Donc, pourquoi masser autant de troupes dans le sud? Si c'est pas pour envahir. C'est pas pour envahir éventuellement. Et l'objectif, qu'est-ce que c'est? Pour expliquer à nos auditeurs, auditrices, l'idée, c'est qu'il y a tout un réseau de tunnels, de bases de lancement de roquettes que le Hezbollah a établi au cours des ans. Depuis 2006, il y a beaucoup eu de réarmement dans le sud. Il y a des gens qui disent que le Hezbollah disposerait d'entre 100 000 et 200 000 roquettes ou missiles de courte portée et de moyenne portée pour attaquer le territoire d'Israël. Donc, ça veut dire des entrepôts, des réserves et des sites de lancement. Et à un moment donné, on peut bombarder tout ça, mais Israël sans la nécessité d'aller dans ces couloirs-là, d'entrer et de détruire ces bases-là. Entre-temps, il y a des bombardements partout au Liban. On parle d'un point à la frontière entre le Liban et la Syrie. Je l'ai dit un peu plus tôt cette semaine, il y a 1 million, on estime à 1 million de gens qui sont sur la route, qui ont fui le sud du Liban, qui ont fui d'autres régions, comme la vallée de la Bekaa, par exemple, pour fuir les bombardements. Ces gens-là, il y en a beaucoup qui prenaient ce poste frontière-là, qui s'appelle le poste de Masnaa, qui s'en allait vers la Syrie. Donc, on a vu à une époque du printemps arabe les Syriens s'en venir au Liban. Là, c'est les Libanais qui s'en vont en Syrie. On voit les bouleversements dans la région. Donc, il y a un tel cratère sur cette route-là que le poste frontière est, semble-t-il, fermé parce que les Israéliens ne veulent pas que du matériel militaire arrive au Liban pour aider le Hezbollah. Donc, c'est complexe, la situation. Et puis, il y a eu encore hier des bombardements dans la banlieue sud de Beyrouth, la banlieue d'Aïe, où c'est le quartier général du Hezbollah avec des abris antiaériens qui ne suffisent plus maintenant tellement la puissance de frappe des Israéliens est forte. Et on visait, semble-t-il, hier, ces bombardements-là, un personnage qui s'appelle Hachem Safieddine, qui est le chef du conseil exécutif du Hezbollah et qui devait être le successeur de Hassan Nasrallah. On ne sait pas quel est l'état, s'il a été atteint ou pas, mais ça montre à quel point, Patrick, et je vais finir là-dessus, ce point-là, à quel point les Israéliens ont des moyens de traquer le leadership du Hezbollah, les harceler, les trouver, et eux-mêmes qui se croyaient protégés par leurs abris, par exemple, n'y arrivent pas. C'est une période incroyable qu'on pense qu'on veut là, du conflit, là, incroyable pour le renseignement israélien, renseignement militaire. Ils frappent en Iran, ils frappent un peu partout, des frappes ciblées souvent. La capacité d'action d'Israël là-dessus est hallucinante. Il y a même des gens cyniques qui disent que l'industrie militaire israélienne a eu des records de vente l'an dernier parce que c'est un terrain aussi, malheureusement, où les militaires expérimentent de nouvelles technologies. Et là, on l'a dit, Jean-François, lundi prochain, 7 octobre, c'est le funeste premier anniversaire du massacre du Hamas en Israël. Il y a eu des centaines et des centaines de morts. Ça a traumatisé le pays. C'est ce qui a
ouvert cette nouvelle guerre à Gaza et c'est loin d'être terminé à Gaza. Oui, parce que c'est une situation classique. Hein? Quand un conflit éclate ailleurs, les journalistes, tout le monde porte attention. Là, on est vraiment sur le Liban, où est-ce que c'est plus actif, mais on oublie que ça continue à Gaza. Hier, c'est la ville de Khan Younis, qui est une ville très importante dans la partie sud, surtout un ancien camp de réfugiés qui a été bombardé fortement. On dit que à Gaza, il y a eu une centaine de personnes tuées entre mercredi et jeudi, donc en 24 heures, un record de violence en 3 mois, des bombardements incessants. Il y a une chose à noter qui est importante, c'est que beaucoup de gens s'inquiètent ou en tout cas se demandent ce qu'il advient d'un personnage qui s'appelle Yahya Sinwar, qui est le chef du Hamas, un personnage apparemment extrêmement redoutable et brillant du côté du Hamas que les Israéliens veulent avoir depuis longtemps. Or, il n'aurait pas communiqué en dehors de Gaza depuis plusieurs jours, selon certaines sources. C'est ce qui explique, entre autres, qu'il y a une paralysie complète des négociations pour un cessez-le-feu. On l'oublie, ça aussi. Il y a des otages israéliens, plus d'une centaine, dont certains seraient déjà morts, dont on ne connaît pas la situation. Ce qui est une question politique explosive en Israël aussi. Tout à fait. C'est extrêmement important. Israël qui marque depuis mercredi soir ce qu'on appelle le Rosh Hashanah, le nouvel an israélien, le nouvel an juif, pardon, et c'est une longue série de fêtes qui va aller jusqu'au Yom Kippour. C'est très important cette période-là de l'année. Le Rosh Hashanah, c'est pour le début de l'année, mais l'année dernière a été pour Israël terrible. Il y a encore énormément d'Israéliens qui veulent que tout ça s'arrête, du côté d'Israël aussi. Qui veulent qu'on règle la question des otages, qu'on règle un cessez-le-feu. D'ailleurs, si la question était réglée par un cessez-le-feu temporaire, en tout cas au moins à Gaza, peut-être ça démotiverait les autres, comme l'Iran, le Hezbollah, qui voient dans la cause des Palestiniens à Gaza la cause pour laquelle on continue à attaquer Israël. Donc, les Israéliens qui sont inquiets parce qu'ils voudraient des solutions qu'ils ne voient pas de fin de conflit possible à Gaza, on ne le voit pas. Et un nouveau front qui s'ouvre au Liban, le front iranien, donc un pays qui s'engage dans tous ces fronts-là de façon inquiétante pour la population israélienne aussi. Parlons-en, Jean-François, de ce front iranien, parce qu'on l'a dit, c'est une semaine, un mois, une année au bouleversement incroyable dans cette région du monde. L'Iran a attaqué avec des missiles balistiques, des dizaines de missiles balistiques, Israël. Ça n'a pas fait trop de dommages, en tout cas pas de dommages civils chez les Israéliens. Mais là, la question qui se pose, c'est quelle sera la réponse israélienne, parce qu'il y en aura une. Oui, tout à fait. Parce que ce que les Iraniens ont fait quand même mardi, parce qu'il y avait eu une attaque iranienne, 300 drones, roquettes, etc. Là, une attaque mixte, mais quand même 300 éléments, 300 missiles, drones, etc., qui avait nécessité, en avril dernier, qui avait nécessité d'ailleurs l'intervention de la Grande-Bretagne, la France, la Jordanie, les États-Unis qui avaient aidé à abattre tous ces projectiles-là. Mais ce qui s'est passé mardi, c'est d'un autre niveau. Là. On parle de missiles balistiques. C'est des missiles qui peuvent être déclenchés à 2000 km de distance. Les Iraniens ont développé beaucoup de nouvelles technologies dans ce domaine-là. On parle entre autres d'un missile qui s'appelle le Fatah 1, qui est un missile dont on peut changer la trajectoire en cours de route. C'est des missiles extrêmement rapides, difficiles pour le fameux dôme de fer israélien. D'ailleurs, il y a diverses étapes dans la protection aérienne israélienne. Il y a le dôme de fer, mais c'est surtout pour les roquettes ou les missiles de courte portée. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la fronde de David. On voit toute la symbolique. Et puis, il y a le système Arrow. C'est des missiles, antimissiles. C'est un système extrêmement sophistiqué qui est le seul, lui, capable d'atteindre des missiles balistiques qui arrivent d'une longue distance et à une grande vitesse. Donc, on voit la complexité de tout ça. L'ayatollah Khamenei, moi, j'ai déjà vécu ça. Il a assisté à la prière du vendredi à Téhéran. C'est rare qu'il le fait pour, encore une fois, dire que ce qui est arrivé mardi, c'est une opération modeste compte tenu de l'horreur des crimes commis par Israël. C'est un peu ce qu'il a dit. Il a invité les Arabes et le monde musulman à s'unir pour venger la situation qui se passe à Gaza, entre autres, et la mort, évidemment, de Hassan Nasrallah, le leader du Hezbollah. Donc, c'est extrêmement dangereux, ce qui se passe. Et ce qui est frappant,
Hier, autant le New York Times, le Washington Post, par exemple, et le magazine Foreign Affairs en ont parlé. C'est cette incapacité. On a vu hier le président Biden dire à Israël, ne frappez pas trop fort l'Iran pour pas envenimer la situation et en fait, qu'il y ait une réaction encore plus forte et donc une montée de la tension encore pire que ce qui est arrivé mardi dernier. Donc, riposte contrôlée, s'il vous plaît. Le président Biden a même suggéré, parce que les Israéliens s'attaqueraient peut-être aux installations nucléaires iraniennes, parce que les Iraniens sont soupçonnés de fabriquer une bombe atomique. Avec leur programme civil. Exactement. Et Washington, le président Biden a dit, on pense peut-être plutôt à une attaque des installations pétrolières. Ça a fait monter le prix du pétrole. Mais ce qui est important dans ce que les médias américains, entre autres, et beaucoup de commentateurs dans le monde s'inquiètent parce qu'on est dans une région qui est au bord du gouffre. Effectivement, ça pourrait s'envenimer encore plus, mais il y a cette incapacité du leadership américain, mais aussi des autres, de contrôler la situation. On demande à M. Netanyahou de se retenir et il n'écoute pas. C'est cette histoire d'une région au bord du gouffre où tout le monde traverse des lignes rouges. Et ça, c'est extrêmement dangereux quand on n'a pas de contrôle. Et c'est un plaisir de t'écouter analyser ça chaque semaine chez nous. Merci beaucoup, Jean-François. On va se reparler lundi. Lundi, on souligne effectivement ce triste anniversaire. Qui a tout commencé. Qui a tout commencé, oui. Tout lancé. L'attaque du Hamas en Israël, c'était le 7 octobre 2023. Merci, on va se retrouver lundi. Je me tourne maintenant vers Catherine Voyer-Léger. Elle est autrice, chroniqueuse et nous arrive avec un livre qui va intéresser beaucoup de gens, beaucoup de parents potentiels qui voudraient adopter au Québec. Le livre s'intitule « Adoption, les 12 travaux de la Banque mixte ». Madame Voyer-Léger, bonjour. Bonjour, Patrick. C'est un livre très instructif, j'ai trouvé, parce que il y a des gens qui veulent adopter. On peut adopter à l'international. Adopter au Québec, on fait ça souvent, généralement, via ce qu'on appelle la Banque mixte. C'est quoi la Banque mixte? La Banque mixte, c'est le programme de la DPJ qui permet à des familles de s'inscrire comme famille d'accueil, mais en disant qu'elles sont prêtes à s'engager à long terme. Donc, l'adoption est une des options avec un enfant. On a créé ça dans les années 80 pour éviter que des enfants qui étaient dans une famille d'accueil, où là, on se disait finalement, ces enfants-là ne retourneront pas dans leur famille d'origine, qu'on n'ait pas à les déplacer une nouvelle fois pour leur trouver un foyer permanent. Pourquoi vous avez décidé d'écrire ce livre-là? Pour qui? Beaucoup pour les gens qui pensent. Au départ, beaucoup pour les gens qui y pensent. Je voulais surtout... ce qui était très présent au moment où on a décidé de l'écrire pour moi, c'était la lourdeur administrative de ce programme-là. Moi, mon processus a été extrêmement long. Quand on m'a approché pour l'écrire, j'étais au bout de tannée de remplir des formulaires chaque mois pour confirmer que l'enfant qui était avec moi depuis 6 ans dort chez moi 30 jours par mois. Tu sais, c'est ça, c'est lourd. Parce que je sais que le processus, pour avoir parlé à des parents, Catherine Voyer-Léger, puis avoir lu votre livre, là, le processus pour se rendre jusqu'à l'adoption, il est long, il est fastidieux, c'est bureaucratique, il y a beaucoup de questions, etc. Après ça aussi, après qu'on a adopté l'enfant, c'est pas terminé. Non, c'est pas terminé. Puis en cours de route, je me suis rendu compte, moi, je pensais, on vivait des choses difficiles à la maison, au plan affectif, dans ma relation avec ma fille. Puis moi, je pensais que ça, c'était notre histoire, là, puis que c'était mes bébites, puis que c'était moi qui n'étais pas bien bonne, puis peut-être j'aurais jamais dû faire ça. Puis j'ai fini par me retrouver enfin, au bout de 5-6 ans, devant des spécialistes de l'adoption, un pédiatre, des intervenants, des travailleurs sociaux, et j'ai compris que ce que je vis, je suis loin d'être la seule à le vivre. Et que le problème, c'est qu'on n'a pas les services appropriés parce que ces enfants-là, ils ne sont pas magiquement, parce qu'on se présente comme étant leurs parents, soignés de ce qu'ils ont traversé dans leur petite enfance. C'est ça. Même si le parent adoptant, le parent est aimant, présent, les enfants de la DPJ, souvent, ont aussi des enjeux qui vont les suivre toute leur vie. Oui, et même s'ils sont tout petits, il faut casser cette idée. Encore cette semaine, quelqu'un m'a dit, mais elle s'en rappelle pas de ce qu'elle a vécu. Moi, elle est arrivée chez moi à 15 mois. Non, mais elle l'a senti. Bien, elle le porte. Puis donc, ce que je pensais que j'étais seule à vivre, j'ai un jour compris que j'étais pas seule à le vivre. Puis quand j'ai commencé à parler, j'ai compris que j'étais loin d'être seule à le vivre. Catherine Voyer-Léger, là, vous avez écrit ce livre-là, Adoption, les 12 travaux de la Banque mixte. Vous avez le micro aujourd'hui. Oui. Le message que vous voulez lancer à l'appareil étatique et bureaucratique qui encadre l'adoption en banque mixte de la DPJ, c'est quoi? Bien, mon premier message, c'est qu'il faut que tous les intervenants dans le cycle soient au courant de c'est quoi la réalité de ce qu'on appelle la normalité adoptive. C'est pas le cas pour l'instant. On se retrouve devant des intervenants qui connaissent pas ça. Puis
moi, j'aurais pas osé le dire, mais Geneviève Pagé, qui est une chercheure que j'interroge dans le livre, le dit. On constate dans plusieurs régions que quand un enfant est placé en banque mixte, on lève un peu le pied parce qu'on se dit, il est placé, il est bien placé, il va sans doute rester là toute sa vie. Puis là, nous, on n'a plus de service, les parents de la banque mixte. Tout en se faisant dire, c'est toujours pas votre enfant. C'est pas votre enfant, là. Vous pouvez pas prendre de décision. Vous pouvez pas vous-même engager des gens au privé. Vous pouvez pas aller dans les CLSC parce qu'on pense que la DPJ vous offre des services qu'on vous offre pas. Fait qu'on est un peu coincé on est coincé là-dedans, sans avoir de droit, mais sans obtenir les services dont on aurait clairement besoin, là. Comment va votre fille? Elle va de mieux en mieux parce que là, on est bien aidé, mais je vous dirais qu'une semaine comme cette semaine, avec beaucoup de gardiennage, beaucoup d'entrevues où elle sait qu'on parle d'elle, c'est des semaines affectivement difficiles pour elle. Ça réveille beaucoup de choses. Ça n'a pas été une semaine facile à la maison, là. Elle a quel âge? Elle a 8 ans maintenant. Ça a été un parcours de combattante et vous le racontez dans ce livre-là, Catherine Voyer-Léger. Puis j'ose une question, je veux pas que vous pensiez, c'est pas cynique, mais ça valait la peine? Ah, ça valait la peine parce que je voudrais pas être ailleurs, mais il y a des choses que je ferais différemment. Je serais moins bonne élève. Je brasserais plus, j'exigerais plus. Je suis trop bonne élève dans la vie. Moi, je pensais que j'étais à la meilleure place pour qu'on prenne soin d'un enfant qui a ce genre de difficultés, puis c'était pas toujours vrai. Puis j'ai pas assez rué dans les brancards. Ça, je me le reproche un peu. Donc, c'est un livre à lire. Merci d'être venu nous en parler en studio. Je sais que ça va rejoindre beaucoup de gens qui pensent à adopter en banque mixte ou qui l'ont fait aussi. Merci, Catherine Voyer-Léger. Merci beaucoup, Patrick. Je rappelle que le livre s'intitule « Adoption, les 12 travaux de la banque mixte ».